à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan du mois de novembre. On est le 1er décembre, oui! Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas eu l'occasion de lire tant que ça au mois de novembre. Voilà, je vous dis ça, mais j'ai 8 livres à vous présenter. C'est juste que ça a été un peu compliqué parce que j'avais pas mal de trucs à faire pour mon mémoire, les mois de novembre et de mars. Depuis 2 ans, bah en fait j'ai pas de vie et du coup je lis beaucoup moins et bref, voilà. Vous vous en fichez, mais moi je vous le dis. J'ai commencé le mois de novembre en lisant The Good Luck Girls de... j'ai marqué C.N. Davis, je crois que c'est Charlotte N. Davis, je ne sais plus ces deux prénoms. Je l'ai vue, c'est une autrice que j'ai vue à la BookCon il y a donc, enfin en juin. Et elle présentait The Good Luck Girls et donc je me suis dit direct, ah ça me tente. C'est des ados qui sont un peu forcés dans l'esclavage sexuel en gros. C'est-à-dire que leurs parents, leur famille est très pauvre et donc ils vendent un de leurs enfants, une de leurs filles à une maison de plaisir. Si elles arrivent à 5 ans, elles ne sont pas mises sur le marché à 5 ans mais vers 16 ans, je crois que c'est 16 ans l'âge et donc... elles ont leur première nuit, leur lucky night et ensuite bah ça y est, c'est parti, elles ont des clients etc. Bref, ce sont des prostituées hein, dans une maison dont elles n'ont pas le droit de sortir. Évidemment, elles sont légèrement emprisonnées mais on leur fait croire que leur vie est tellement cool que de toute façon pourquoi elles voudraient sortir. En gros c'est ça, parce que apparemment la maison de plaisir les a sauvées et est un peu leur famille. Bon. Donc voilà, dès le début t'es là genre non. Et une nuit, un des personnages principaux qui est, je ne sais déjà plus parce que j'oublie toujours les noms et je l'ai lu il y a 30 jours donc j'ai déjà oublié les prénoms. Le personnage principal du coup c'est sa lucky night ce soir-là et en fait elle tue l'homme qui essaye d'abuser d'elle, enfin qui, je veux dire qui est pas du tout doux etc. En même temps c'est pas une relation consensuelle donc voilà, on sait pas à quoi on pouvait s'attendre mais peut-être quand même à autre chose. Bref, elle le tue et donc avec ses amis, son espèce de groupe, elles vont partir et elles vont être 5 et donc elles vont s'enfuir de cette maison de plaisir et essayer de se débarrasser d'une marque infâme du coup qui les traque partout et si elles essayent même de s'enfuir, de rester je sais pas, dans une caverne pendant 10 ans etc, elles auront toujours cette marque et donc de toute façon à cause de cette marque elles ne peuvent pas être intégrées à la société donc il faut qu'elles s'en débarrassent. J'aime beaucoup l'idée de commencer dans une maison de plaisir, dans un bordel, enfin je sais pas comment vous voulez qu'on appelle ça. C'était la partie la plus intéressante pour moi et malheureusement ça durait 50 pages, les 50 premières pages et après je dis pas que c'était inintéressant, vraiment les personnages étaient... ça allait, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait rien de particulier à ce livre malheureusement. Je m'attendais à avoir quelque chose de plus poussé, une réflexion un peu plus poussée etc. J'ai quand même bien aimé la fin avec le fait que on suit quand même, les deux personnages principaux sont deux sœurs et le truc c'est qu'à la fin il faut faire un choix et j'étais assez contente du choix que fait la plus grande des sœurs. En fait très clairement j'ai assez apprécié les 50 premières pages et j'ai bien aimé la fin que j'ai trouvé intéressante mais alors tout le milieu c'était long quoi. C'était très très long donc au vu de la fin je me suis dit si j'ai l'occasion un jour que j'ai rien à lire, ce qui n'arrivera jamais mais c'est pas grave, si j'ai l'occasion je lirai le deuxième tome parce que je crois qu'il va y avoir un second tome qui a l'air plus intéressant que le premier tome en tout cas en considérant la fin du tome 1. Donc bon, j'étais un petit peu déçue quand même mais après c'était une lecture assez prenante, assez rapide mais en même temps je mourais pas d'envie de retourner à ma lecture quoi. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci c'est le tome 9 des aventures des orphelins Baudelaire de Carnivorous Carnival et du coup le tome 9 des aventures des orphelins Baudelaire, j'ai rien trop à en dire parce que en même temps je suis passée du tome 1 au tome 9 à nouveau. Donc autant j'ai vraiment beaucoup aimé relire le tome 1 qui m'a replongée en adolescence, enfance, tout ce que vous voulez, j'étais trop contente.
Autant ce tome 9, bah c'était pas facile, j'étais quoi, mais pourquoi on est passé à ça? Et j'aurais vraiment préféré faire une relecture traditionnelle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais c'était pas le but du cours. Voilà, on avait besoin de ce tome. Et je sais pas, ce tome était pas le meilleur pour moi. En fait, il y avait vraiment tellement de répétitions parce qu'il y a des personnages qui s'appellent les Freaks, l'espèce de monstres. En fait, il y a un carnaval, carnival, avec une sorte de foire en fait, et il y a un truc, c'est la foire aux monstres. Et donc on a des gens qui sont absolument normaux, qui se prennent pour des monstres. Et c'était très chiant, tous les passages avec eux, j'étais là genre... Donc bon, voilà, c'était en demi-teinte un petit peu ce tome 9. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de March de John Lewis. Pareil, c'est des romans graphiques, autobiographiques. Et donc ce tome 3 était tout aussi bien que les 2 premiers tomes. John Lewis, c'est un membre du Congrès américain qui est afro-américain. Et donc il a fait partie du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il a connu Martin Luther King, Bayard Rustin, tout ce genre de personnes. Il a fait une série de romans graphiques autobiographiques pour parler de ce que lui il avait vécu pendant le mouvement des droits civils et voilà, et de toutes les marches et de toute la prison qu'il a faite, et de toute la violence, etc. Et c'est juste une trilogie qui est hyper intéressante à lire et qui apporte énormément de contexte historique et j'ai adoré la lire. Ensuite, ensuite j'ai lu le tome 2 des Faucons de Ravera, qui est l'héritière rebelle de Melissa Caruso. Ce tome m'a été envoyé dans le cadre d'un, je sais pas si ça s'appelle comme ça, un partenariat, je ne suis pas rémunérée mais on m'envoie un livre. Voilà, ça vous montre à quel point je suis clueless, comme on dit ici, à propos de ce genre de choses. Bref, Brajlon me l'a envoyé parce que j'avais accepté de recevoir les premiers tomes de leur collection Big Bang et j'ai adoré le tome 1 des Faucons de Ravera, donc ils m'ont envoyé le tome 2. Merci. Et ce tome 2, j'ai vraiment adoré aussi le tome 2. On va être dans une fantaisie et une ville, notamment Ravera, qui ressemble énormément à Venise, enfin qui est très aquatique. Est-ce que ça se dit comme ça? Je ne sais pas. Bref, il y a beaucoup d'eau dans cette ville. Oh voilà, il y a les canals, etc. On va suivre l'héritière de... Voilà, l'héritière de la famille Cornaro qui s'appelle Amalia. Et dans le premier tome, en fait, ça s'ouvre sur une scène où elle se balade dans la ville, dans un endroit où elle n'a pas le droit d'être, évidemment. Et il y a une sorcière qui n'est pas qui n'est pas restreinte et qui est une sorcière de feu qui est en train de mettre le feu à peu près à toute la ville. Et donc il faut quelqu'un qui puisse l'arrêter, qui puisse la restreindre. Et donc de cette manière, Amalia va faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire, qui lui est interdit, mais pour sauver la ville en fait du feu. Et donc on continue à suivre ces 2 personnages, Amalia et Zaira, dans ce 2e tome qui a beaucoup de retournements de situation, beaucoup d'action, on avance bien dans l'histoire, dans l'action, etc. J'ai beaucoup aimé le fait que Amalia se retrouve face à un choix qu'elle a fait à la fin du tome 1 et elle a décidé notamment de plus jouer de plus prendre part dans le jeu politique de l'Empire Raverin et c'est quelque chose auquel elle doit faire face dans ce tome 2 et je trouve que ça fait énormément grandir le personnage. Ça l'a fait évoluer et j'aime bien le fait que les personnages évoluent, qu'ils deviennent plus complexes, qu'on les voit aussi faire des erreurs, etc. Les personnages sont très attachants, ça aide. Le système magique est vraiment hyper intéressant avec là on s'intéresse encore plus au Vaskandar qui est une contrée limitrophe de Ravera. En fait dans Ravera on a les personnes qui ont des pouvoirs magiques qui sont vues un peu comme des menaces, des dangers, et donc qui sont obligés d'être restreintes pour leur propre bien, à ce qu'on leur dit, et pour celui de l'Empire. Et dans le Vaskandar, c'est le contraire, c'est-à-dire que les personnes avec les pouvoirs gouvernent et sont en charge, et donc les personnes sans pouvoir sont traitées comme des moins que rien, et c'est intéressant de voir que d'un côté ou l'autre de la frontière, les 2 types de population sont pas du tout dans la même dynamique de pouvoir
et c'est hyper intéressant de voir ça et d'aborder les deux sociétés en voyant qu'il y a des problèmes dans les deux sociétés. Et donc je pense que Amalia va essayer d'œuvrer pour le bien et va essayer d'œuvrer pour une meilleure société. Donc j'aime bien, voilà, c'est un personnage qui est très idéaliste, mais ça fait du bien. J'ai hâte de lire le tome 3 qui est déjà sorti en anglais, donc je me contiens pour ne pas le lire, mais je me dis que vu que j'ai commencé la saga en français, bah je vais le continuer, je vais la continuer en français. Ensuite j'ai lu The Queen of Nothing de Holly Black, qui est le dernier tome de la trilogie The Folk of the Air. Et donc le premier tome c'était The Cruel Prince, ensuite on a The Wicked King et ensuite on a The Queen of Nothing. Donc le topo de base c'est qu'on suit Jude qui a une sœur jumelle qui s'appelle Taryn, et en fait elles sont des humaines mais leur demi-sœur est une fae. Donc elles ont été élevées dans le monde fae mais elles sont toujours des humaines, donc elles se font troller et harceler par un des princes qui est le prince Cardan, The Cruel Prince. On va suivre Jude alors qu'elle veut gravir les échelons de, comment dire, de la société fae. Et en fait, il y a beaucoup d'intrigues politiques, beaucoup de meurtres, beaucoup de retournements de situation. À quasiment, oui, à chaque fin de tome en fait, sauf à la fin du tome 3 parce que c'est fini, mais à la fin du tome 1, à la fin du tome 2. Et là donc j'ai lu le tome 3 qui était plutôt pas mal, c'était pas le meilleur je pense que c'est peut-être le tome 2, mais j'ai trouvé que c'était une trilogie qui se tenait plutôt bien et que les 3 tomes étaient plutôt égaux au niveau d'action, de révélation, etc. Voilà, on n'avait pas de gros creux, on n'avait pas ce genre de choses. Même au début du tome 3 je me suis dit on va avoir un énorme creux, ça va être très long, etc. Et en gros ça a duré seulement 30 ou 40 pages alors que je m'attendais à ce que ça dure 10 chapitres. Et non, pas du tout, on reprend directement dans l'action. Donc c'est quelque chose qui est fait pour vous faire passer un bon moment. C'est pas une trilogie qui est faite pour vous faire réfléchir vraiment, même si on réfléchit, à quoi on pourrait réfléchir en lisant ça. On peut réfléchir au fait que les gens changent grâce à l'amour, j'imagine, parce que les deux personnages de Jude et Cardan sont très problématiques et il y a une romance entre eux. Mais ce qui est intéressant et ce qui me permet de dire oui c'est problématique mais en même temps leur relation est intéressante, c'est que les deux personnages sont problématiques et les deux personnages sont assez particuliers et voilà. Et dans le tome 1 mais ils se font des coups de mais vraiment ils se poignardent dans le dos mais tout le temps. Et Jude, je sais pas si Jude un peu moins, dans le tome 1 peut-être, mais enfin ils ont la haine l'un contre l'autre et après au fur et à mesure ça se transforme en une espèce de relation amoureuse. Voilà, j'ai pas trouvé ça aussi abusif, genre le gars est hyper abusif envers la meuf que d'habitude. Là c'est plutôt réciproque, j'ai l'impression. Donc bon, j'étais... Ah alors ça me dérange moins de le lire, j'imagine. Bref, j'ai fini cette trilogie, je suis contente de l'avoir finie. Et voilà, c'était pas mal, c'était une trilogie qui change les idées. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est horrible. J'ai lu The Testaments de Margaret Atwood, mais regardez la taille de ce livre, il fait la taille de ma tête. Bref, ça se passe 15 ans plus tard, après les événements de The Handmaid's Tale. Donc voilà, c'est pas la suite, c'est la suite entre guillemets, mais vous n'aurez pas la suite genre à la fin de The Handmaid's Tale. Mais vous saurez ce qui s'est passé au bout d'un moment. Et alors on va suivre 3 personnes. On va suivre la tante Lydia qui était aussi dans The Handmaid's Tale et qu'on connaît encore plus grâce à la série télé. On va suivre Agnes qui est encore à Gilead, qui au début du bouquin est donc vers sa 14e année probablement. Donc on suit 2 personnes qui sont dans Gilead et une personne qui est au Canada. Et en fait ces 3 personnes sont liées au bout d'un moment, enfin on se rend compte de choses qui les lient. Mais on a une plongée plus spécifique encore dans le monde de Gilead vu du point de vue d'une jeune fille qui n'est pas handmaid. On a tante Lydia qui on en apprend plus sur son passé et elle nous dit des choses sur ce qui se passe en ce moment. Et alors on a la jeune fille au Canada qui a 16 ans je crois et qui
qui parle aussi enfin, comment dire, de comment ils accueillent les réfugiés, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, ça va arrêter d'être un peu contemplatif et on va avoir une vraie intrigue qui, voilà, avec des révélations, des actions, etc. J'ai compris assez vite qui étaient les personnes. En même temps, je pense pas que ça a été fait pour que ce soit une énorme révélation. Mais perso, j'avais assez facilement capté qui étaient les personnes voilà, qui racontaient leurs histoires. Mais j'ai trouvé que la narration était intéressante, l'alternance des points de vue, j'ai beaucoup aimé. Ça nous fait réfléchir aux différentes sociétés qui sont montrées à Gilead, au Canada, aux personnes qui préfèrent rester neutres et qui ne veulent pas prendre parti. Des choses qui ont été créées entre le moment de The Handmaid's Tale et 15 ans plus tard où ils ont des nouveaux moyens de faire des choses. Alors toi t'es là, oh my god, bref. Est-ce que c'était nécessaire ce tome 2 ? J'ai envie de dire oui. Et en même temps, je pense que la série se dirige vers un endroit, je sais pas combien il y aura de saisons, mais en fait on aurait pu peut-être arriver à ce moment-là avec la série sans avoir besoin d'écrire ce tome 2. Mais après voilà, c'est Margaret Atwood qui l'a décidé et elle a bien eu raison. J'ai trouvé que l'écriture était très très différente de The Handmaid's Tale et ça m'a un peu perturbée au début, mais l'écriture est assez différente. Et personnellement, je trouve que The Handmaid's Tale est plus classique, enfin c'est devenu un classique, voilà, un classique moderne, mais voilà, c'est plus iconique. Est-ce que ça se dit iconique? Oh, c'est un mot en anglais, je suis désolée, iconique, voilà. Enfin, est-ce que ce livre méritait de gagner le Man Booker Prize? Pour moi, non, et The Handmaid's Tale méritait de le gagner, mais voilà, ça ne veut pas dire que je suis là genre ah c'est pas bien, Margaret Atwood, ah, je sais pas quoi. Je trouve que c'est un tome compagnon vraiment intéressant. Par contre pour moi il faut avoir lu The Handmaid's Tale, et même si vous avez vu la série ça pourrait être bien parce que vous allez, je sais pas, vous faire spoiler de plein de trucs de la série en fait, parce que la série, là où ils en sont et ce livre sont cohérents, c'est-à-dire que vraiment Margaret Atwood elle a dit au scénariste vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça parce que moi je suis en train d'écrire ce tome et du coup il faut que ce soit en accord, et donc c'est hyper intéressant de voir que les deux médias se complètent parfaitement et qu'il n'y a pas d'incohérence, donc ça c'est hyper intéressant. Mais perso j'ai vraiment accroché à ce second tome, j'ai vraiment aimé suivre les perspectives des différentes jeunes femmes. Et donc pour ça, voilà, je ne suis pas déçue qu'il ait été écrit. Je ne sais pas s'il était nécessaire, mais il est là maintenant et je pense qu'il est vraiment très intéressant à lire pour les personnes qui ont aimé ou qui ont lu tout simplement The Handmaid's Tale et qui veulent un peu savoir ce qu'est devenu cette société. Et enfin le dernier livre que j'ai lu en ce mois de novembre, c'est le 8e tome de Gardien des Cités Perdues. Donc Legacy en anglais, Keeper of the Lost Cities Legacy de Shannon Messenger. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tome? J'ai l'impression que depuis quelques tomes déjà on pédale dans la semoule, mais vraiment c'est un truc de malade. Le pitch du tome 1 de Gardien des Cités Perdues, c'est Sophie qui a des pouvoirs de télépathie et en fait il y a un jeune elfe qui va venir la chercher. Qui va lui dire hey, au fait, mais en fait t'as des pouvoirs de télépathie parce que t'es un elfe, enfin t'es une elfe du coup, et elle va aller vivre dans la société des elfes. C'est chouette, voilà, mais alors ça fait, en fait ça fait 2 tomes, je crois qu'ils vont plus à l'école et je suis là genre en fait ils doivent aller à l'école, il y a une école, mais ça fait 2 tomes, je crois qu'ils ont arrêté d'y aller. Je sais pas ce qui se passe, je me souviens déjà plus parce que du coup il y a 1 an qui passe entre chaque tome, donc je me souviens pas de ce qui se passe, pourquoi l'école elle est fermée. J'ai commencé le tome 1, je me suis dit l'école elle est fermée, mais attends, mais pourquoi? Ou alors ils sont en vacances? Non, c'est pas des vacances, d'accord. Et les tomes 7 et 8 là pour l'instant ont vraiment été très lents, c'est-à-dire que le tome 7 on passe quand même un tiers au moins du bouquin dans l'infirmerie parce que Fitz et Sophie ont été blessés. Et donc ils passent un tiers du bouquin dans l'infirmerie et toi c'est là genre Et là c'est un peu pareil en fait, on passe très très longtemps à pas avancer en fait, et il y a quelques révélations enfin dans ce tome, mais c'est long quoi, à chaque fois on a 800 pages pour ça et je me dis mais en fait il y a même pas 2 ans qui se sont passés alors qu'il y a 8 tomes qui sont passés. La fin de ce tome est assez intéressante. Mais franchement là je suis un peu perdue, je sais plus trop où ça va, je sais pas si elle va s'arrêter au tome 9
ou s'il va y avoir genre 12 tomes, parce que là je vois pas comment elle peut s'arrêter au tome 9 à la vitesse où elle va. En fait, voilà, c'est une saga chouchou que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les personnages. En même temps, Sophie commence un peu à être saoulante parce qu'elle voit rien, elle est tellement naïve. C'est très très chiant. Mais là, dans ce tome, elle se rebelle un peu. Et j'étais là genre, oui, vas-y, rebelle-toi. Et ce mois-ci, j'étais en train de relire Harry Potter 5. Et malheureusement, je ne l'ai pas fini à temps pour ce mois de novembre, donc je vais continuer, enfin je vais le finir j'espère là en début décembre, mais voilà, j'étais en train de relire le tome 5 d'Harry Potter pour mon mémoire, donc ça a pris évidemment plus de temps que prévu puisque je devais prendre des notes, etc. Tout ce genre de choses, réfléchir pendant que je lisais, vraiment des fois je m'arrêtais sur chaque mot dans une page et donc au bout d'un moment c'est un peu chiant. Donc, mais voilà, je suis en train de relire Harry Potter 5. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vois au compteur qu'elle est très longue. Parce que évidemment, à chaque fois je me dis j'ai rien à dire, j'ai 8 livres, c'est pas beaucoup. Et après je me rends compte que je parle parce que j'ai des choses à dire. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi ce que vous avez lu au mois de novembre. Est-ce que vous avez lu certains de ces livres? Est-ce que certains vous font envie? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.